Alors, on est rendu à notre quatrième panel qui s'intitule « Réinventer la loi sur les langues officielles à l'heure d'une francophonie plurielle ». La modernisation de la loi sur les langues officielles est une occasion donc de réfléchir à comment l'évolution des communautés francophones s'est harmonisée à une diversité toujours grandissante. Les panélistes vont présenter leurs réflexions sur les manières de réellement tenir compte de ce pluralisme en termes de représentation et d'action concrète afin d'assurer un aménagement harmonieux de la diversité au sein des communautés francophones. Alors, j'aimerais vous présenter en premier lieu le directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA du Canada, M. Alain Dupuis. M. Dupuis, qui est originaire de Sudbury, à la tête de la Fédération donc, des communautés francophones et acadiennes depuis 2017. Ses priorités incluent le resserrement des liens entre les organismes et la francophonie canadienne, la croissance de l'immigration francophone et la participation accrue des jeunes et ainsi de la diversité au sein des communautés francophones et acadiennes. Auparavant, il occupait le poste de directeur général du regroupement étudiant franco-ontarien. Il a également occupé la vice-présidence de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, a été membre du groupe de coordination de l'initiative Ottawa bilingue. Alain Dupuis est titulaire d'un bac en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en affaires publiques et internationales du côté de l'Université de Montréal. S'il vous plaît, accueillir Alain Dupuis. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être présent pour cette 13e journée en immigration francophone. Puis ce que j'adore de cette journée-là, c'est pas juste les communautaires, c'est pas juste les gens des gouvernements, c'est pas juste nos chercheurs, mais c'est ce mélange-là et cette dynamique-là qu'on n'a pas toujours la chance de vivre. Alors, merci. Et je vais faire mon directeur général, si vous me permettez, pour une petite minute. Mais j'aimerais remercier l'équipe de la FCFA, sans quoi cette journée n'est pas possible. Alors, merci à Yasmina, Emmanuel, Tania, Serge et Guillaume pour leur travail. C'est un grand plaisir et une grande fierté de travailler avec vous. Alors, comme vous le savez peut-être, la FCFA du Canada mène depuis plusieurs mois maintenant le dossier de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Pour certains, vous savez que le comité permanent sénatorial, notamment sous le leadership de Mme Tardif et maintenant la présidence de M. René Cormier, mène une étude approfondie sur la modernisation de cette loi qui fête son 50e anniversaire depuis la première loi sur les langues officielles en 1969. Et on espère que vous allez tous participer à ce processus-là. D'ailleurs, la ministre Jody vient de lancer une série de forums et consultations sur la modernisation de cette loi-là. Alors, je vous encourage à participer, à prendre la parole, parce que c'est une loi fondamentale, quasi constitutionnelle, et qui a un impact direct sur nos vies de tous les jours. Alors, en 1969, lorsque la première loi sur les langues officielles a été adoptée, une miche de pain coûtait 23 sous. Il était possible de s'acheter une voiture neuve pour moins de 2000 $. Les Beatles existaient encore et si on voulait écouter leur disque, il fallait acheter un disque sur vinyle. La majorité des foyers captaient 3 postes ou moins à la télévision. Si on voulait communiquer avec quelqu'un à distance, il fallait téléphoner et payer des frais interurbains ou bien encore envoyer une lettre par la poste. Qu'est-ce que c'est ça? Les automatiques n'existaient pas et les magasins étaient fermés le dimanche. Alors, on comprend qu'on a évolué depuis les dernières 50 années. Mais même en 1988, année de ma naissance, lorsque la deuxième loi sur les langues officielles a été adoptée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y avait beaucoup moins d'écoles de langue française au pays et dans certaines provinces, il n'y avait aucune école de langue française. On définissait encore la francophonie comme l'ensemble de ceux et celles qui étaient nés dans cette langue et l'immigration et la diversité n'étaient pas sur le radar des communautés francophones et acadiennes. Il était important de prendre conscience de combien le Canada et la francophonie ont changé en ces 50 ans. Et quand on aborde la discussion sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est important de se le rappeler. Certes, je pourrais vous parler des failles structurelles majeures qui ont fait que la loi sur les langues officielles n'a jamais véritablement été respectée.
mais je veux m'y attarder un petit peu plus tard. Mais le plus important, c'est de créer aujourd'hui une loi qui est adaptée aux réalités, non pas du Canada de 2020, mais je dirais même du Canada de 2030 et de 2050. Une loi pour un Canada où le français et l'anglais ne sont plus tant des langues maternelles que les langues communes de gens qui sont nés en arabe, en bambara, en tagalog ou en wolof. Une loi pour un pays qui réaffirme l'importance de la dualité linguistique comme valeur fondamentale, mais dans un contexte où cette dualité est portée par une diversité de personnes vivant une diversité de contextes. Une loi pour une génération d'enfants du numérique qui n'ont plus besoin d'aller au bureau de poste à chaque semaine, mais aussi une loi pour une génération imbue de justice sociale et consciente de ses droits linguistiques. Une loi pour faire en sorte que le Canada tire parti de l'explosion prévue du français à l'échelle planétaire d'ici 2050. Enfin, une loi qui crée les conditions pour une francophonie plurielle, plus riche de chaque immigrant ou immigrante qui s'installe dans nos communautés. La modernisation de la loi sur les langues officielles n'est pas simplement un travail de réparation et de remise à neuf, c'est un vrai travail de vision. Quel Canada voulons-nous pour l'avenir et quelle francophonie voulons-nous pour l'avenir? Et c'est comme ce travail de vision que la FCFA a abordé cet exercice de réflexion qui a débuté il y a déjà 1 an et demi. C'est un exercice que nous avons mené en ratissant le plus large possible, en engageant une variété d'organismes, d'institutions, de conseils scolaires, en interpellant des experts, des leaders communautaires et en participant à des conversations avec d'autres intervenants et intervenantes sur la question, par exemple devant le Comité sénatorial des langues officielles. Comme vous le savez, cet exercice a abouti il y a quelques jours à la présentation par la FCFA d'une proposition de projet de loi clé en main, une proposition complète et étoffée qui revoit de fond en comble la loi sur les langues officielles. Vous pouvez d'ailleurs trouver une belle brique de 200 quelques pages, s'il y en a qui cherchent de la lecture, sur notre site web à la fcfa.ca. Cette proposition représente l'essentiel de ce qui devrait, selon nous, figurer dans une loi sur les langues officielles adaptée aux réalités du 21e siècle. Notre proposition comporte 4 grandes catégories de changements à la loi. Tout d'abord, il y a une série de modifications pour étendre la portée des droits qu'elle garantit et les obligations qu'elle confère. La modification la plus pertinente pour notre discussion d'aujourd'hui est la création d'une obligation pour le gouvernement fédéral d'adopter des politiques d'immigration qui favorisent la dualité linguistique. Vous savez comme moi que nous sortons de 2 décennies où, année après année, 98% des immigrants et immigrantes qui se sont installés ailleurs qu'au Québec se sont intégrés à la communauté anglophone. Il faut faire mieux et notre proposition vise à faire en sorte que cela devienne davantage un réflexe de développer et mettre en œuvre des mesures spécifiques et ciblées pour accroître l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Et d'ailleurs, nos collègues d'IRCC viennent de dévoiler une stratégie nationale en immigration francophone. Il y a toutes sortes de nouvelles programmations qui ont été créées dans la dernière année. Alors, il y a une volonté politique actuelle, mais ce qu'on cherche, c'est que cette volonté ou ça devienne une obligation et qu'on inscrive cette obligation-là dans la loi sur les langues officielles. Notre proposition de projet de loi crée aussi une obligation pour Statistique Canada de dénombrer tous ceux et celles qui ont droit à l'éducation en langue française, selon les 3 critères établis à cette fin dans la Charte canadienne des droits et libertés. En 37 ans depuis l'adoption de la Charte, le gouvernement n'a dénombré que ceux et celles qui ont le français comme langue maternelle. Aucun recensement n'a cherché à connaître la langue d'éducation des parents, des frères ou des sœurs. Dans un contexte où notre francophonie inclut de plus en plus de personnes qui ont une autre langue officielle que le français ou l'anglais, ce sous-dénombrement signifie que nos écoles françaises débordent et deviennent trop petites 2 ou 3 années seulement après leur construction. Je passe à la 2e catégorie de changement. Il nous faut une loi sur les langues officielles qui inclut des mécanismes d'imputabilité et de responsabilité performants. La FCFA propose que chaque entente de transfert de fonds du fédéral vers les provinces et territoires comprenne une clause linguistique qui exige des provinces et territoires des mesures positives et concrètes en appui à la dualité linguistique et au développement des collectivités francophones. Cela inclut les ententes de transfert de fonds qui touchent de près ou de loin le continuum en immigration, dont les services d'aide à l'emploi et à la formation. Cette 2e catégorie de changement prévoit aussi la création d'un tribunal administratif sur les langues officielles.
chargé d'entendre les doléances sur la mise en œuvre de la loi, avec la capacité d'imposer des ordonnances et des sanctions aux institutions gouvernementales fautives. Le fait que le pouvoir du commissaire aux langues officielles se limite à émettre des recommandations aux institutions fédérales, le fait que le processus de traitement de plainte par le commissariat soit souvent très long, tout cela milite en faveur d'un mécanisme plus performant pour obtenir justice lorsque nos droits linguistiques ne sont pas respectés. La troisième catégorie de changement confirme un droit de participation des communautés francophones en situation minoritaire à la mise en œuvre de la loi, le fameux par et pour, notamment par la création d'un conseil consultatif des minorités de langues officielles qui informera les politiques publiques du gouvernement fédéral avant, pendant et après leur développement. Elle précise aussi les obligations de consultation des communautés francophones par les institutions fédérales dans tout domaine qui a un impact direct sur notre développement, mais aussi dans tout domaine qui pourrait avoir des effets préjudiciables sur les communautés francophones en situation minoritaire. La FCFA est également d'avis qu'un service offert de la même manière à la majorité et à la minorité ne permet pas d'atteindre l'égalité réelle du français et de l'anglais. Cette égalité passe par l'offre d'un service adapté aux réalités de la communauté, y compris celle de la diversité et du pluralisme. La dernière catégorie de changement que nous demandons est la désignation au sein de l'appareil fédéral d'une entité avec les pouvoirs de coordonner l'ensemble de la mise en œuvre de la loi, d'émettre des directives et d'exiger des résultats de chaque institution fédérale à cet égard. Comme vous le savez peut-être, la loi sur les langues officielles, le Conseil du Trésor est responsable de la partie 4 et 5 de la loi, de la mise en œuvre de ces parties-là de la loi. La partie 7 revient à Patrimoine canadien, qui doit favoriser et encourager les autres institutions à prendre des mesures, mais il n'y a pas une institution fédérale centrale responsable de la mise en œuvre complète de la loi sur les langues officielles. Et donc, ce qu'on propose, c'est que le Conseil du Trésor puisse jouer ce rôle. Il s'agit ici de mettre fin au manque de coordination qui a trop souvent eu pour résultat un manque de cohérence et une dérive dans la mise en œuvre de la loi par les institutions fédérales. Je mentionnerai une dernière chose. L'automne dernier, le président du Conseil du Trésor, M. Bryson, a annoncé une mise à jour du règlement sur la partie 4 de la loi. En termes concrets, il s'agit des règles qui gouvernent la partie de la loi qui porte sur l'offre de services bilingues par les bureaux fédéraux. Un des principaux changements, c'est l'adoption d'un calcul plus inclusif pour déterminer le nombre de personnes susceptibles de demander le service en français. Il va de soi que la FCFA tient à ce que ce calcul plus inclusif, qui est basé sur une connaissance du français, pas juste la langue maternelle, mais aussi de la vitalité des communautés et des institutions à proximité des bureaux fédéraux, fasse partie de la réglementation de la prochaine loi sur les langues officielles. Je terminerai en disant ceci. En 1969, Pierre Elliott Trudeau déclarait que la loi sur les langues officielles ne réglerait pas tous les problèmes. Implicitement, il y avait reconnaissance que le Parlement posait un premier geste d'engagement, mais non un dernier à l'égard de la dualité linguistique. Le temps est venu pour poser ce prochain geste et c'est à nous toutes et tous à donner le ton pour la prochaine loi sur les langues officielles pour s'assurer qu'elle soit véritablement celle du Canada moderne, celle de la francophonie plurielle d'aujourd'hui et de demain. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dupuis. En passant, vous avez vu sur la table? Est-ce que c'est sur la table ou oui? Ou peut-être dans votre pochette, le petit formulaire, vous le rappelez, là, vous le laissez, un coup, lorsque vous l'aurez rempli, peut-être juste le laisser sur la table. On y va avec votre niveau d'appréciation de la journée. Donc, ça peut se faire tranquillement. Et puis, j'attire votre attention sur le numéro 4 dans la première ici, animation. On peut mettre 5, ça va aller. Ah, je dis ça comme ça, là. Prochain invité, c'est Jack Jebwab. Donc, il est titulaire d'un doctorat en histoire canadienne. Il est éditeur et fondateur de la revue Thèmes canadiens et diversité canadienne et de la revue canadienne de recherche sociale. Il enseigne actuellement à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Alors, fort de son expertise, de ses vastes connaissances de l'histoire,
excusez-moi, oui, de la démographie, de l'identité et de l'opinion du Canada. Il est devenu l'un des chercheurs sociaux les plus cités dans des médias nationaux. Il a publié plus de 200 articles d'opinion dans les principaux journaux du Canada, Montréal Gazette, Globe and Mail, Ottawa Citizen, Le Devoir, La Presse. Alors, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Jack Jedwab. D'abord, permettez-moi de remercier Alain et John Johnson. Ça fait grand plaisir d'être ici parmi vous. Et je me rappelle quand j'ai touché un mot à Alain, je pense que ça fait peut-être 12 mois à Calgary, que l'année prochaine, Metropolis, c'est la conférence que mon organise l'Association d'études canadiennes de laquelle on est gestionnaire. J'ai dit que ça pourrait être très intéressant d'être à Halifax en 2019. Et je suis extrêmement content que vous avez choisi d'être ici pour votre journée de réflexion. Et j'espère qu'on va se voir à Winnipeg en 2020. C'est ça. Ceci dit, je suis aussi content parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont être ici pour Metropolis, la conférence sur l'immigration et l'intégration qui commence demain. Et on va avoir l'occasion de discuter plusieurs sujets, mais j'espère aussi de vous vendre l'idée, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais je prends une petite parenthèse, de m'aider à souhaiter un de mes très grands rêves, c'est d'organiser une conférence qui s'intitule « Metropolis Francophonie internationale ». Merci Corinne, c'est très gentil. Je compte sur toi alors. Mais depuis quelques années, c'est un de mes très grands rêves. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs conférences internationales de Metropolis et je constate qu'il n'y a pas beaucoup de discussions de la francophonie et justement, il n'y a pas beaucoup de francophones. Alors, j'espère être en mesure de corriger ça avec l'aide de plusieurs partenaires afin d'organiser cette grande conférence pour nous permettre de discuter les enjeux ici au Canada et ailleurs au monde à travers la francophonie sur l'immigration et l'intégration. Et les discussions vont commencer sous peu par rapport à l'organisation de cet événement. Alors, ce n'est pas l'objectif de mon invitation et je vais passer très rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps à ma présentation. Oui, c'est ça ici, technologie sophistiquée. Alors, moi, je suis ici pour présenter un de nos projets majeurs en matière de recherche de l'Association d'études canadiennes qui s'appelle l'Indice canadien pour mesurer l'intégration. C'est un projet qui a débuté en 2010 avec 2 études de faisabilité pour voir comment mesurer l'intégration des nouveaux arrivants. Et l'intérêt de ce projet, il y a 4 dimensions en termes de mesurer l'intégration. Dimension économique, dimension sociale, dimension démocratique et participation politique et dimension santé. À l'intérieur de chacune de ces dimensions, il y a plusieurs indicateurs, à peu près 36 indicateurs qui ont comme objectif de mesurer la situation, la condition des immigrants en tenant compte de plusieurs facteurs démographiques pour s'assurer qu'on mesure, si on veut, comme on dit en anglais, des pommes à des pommes. On dit ça en anglais? Non, pas nécessairement, mais je vais faire la traduction. Pour assurer que la mesure, l'immigrant a les mêmes caractéristiques que le non-immigrant, avec les contrôles statistiques en place, afin d'assurer que cet objectif est rencontré pour qu'on puisse voir l'intégration des immigrants chiffrés avec cet instrument. Ceci dit, il y a eu toute une discussion conceptuelle par rapport à ce que l'intégration veut dire. On utilise souvent le mot l'intégration, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est l'objet d'un débat qui continue et qui va continuer. Et on a un comité d'experts qui est attaché à notre projet, qui en discute et qui cherche à déterminer le cas dans lequel l'intégration devrait être mesurée. Alors, chacun de nos indicateurs, quand on a fait le choix des indicateurs pour mesurer l'intégration des nouveaux arrivants, était discuté et débattu. Par exemple, la question être propriétaire d'une résidence, home ownership. On a un long débat. Est-ce que le fait d'être propriétaire de maison constitue une mesure de l'intégration? Moi, comme je suis montréalais, et on a à Montréal une très grande tendance à faire la location au lieu d'acheter des maisons, je me suis dit que si c'est ça, si on décide que ceci est un indicateur, les Montréalais comme moi, on va être perçus comme moins intégrés.
Alors moi, heureusement, j'étais capable de convaincre le comité de rejeter le home ownership, d'être propriétaire de maison, comme un des indicateurs. Mais on voit ici, moi je ne vois pas très bien, vous allez voir mieux que moi, j'ai besoin de mes lunettes que je n'ai pas avec moi présentement, mais comme je connais ça presque par cœur, je vais être capable de le présenter quand même. Alors ça, c'est une explication un peu des factures de l'IRC, mais dans le cas, présentement, on a 4 études de faisabilité qu'on est en train de mener pour élargir l'index. En passant, si vous désirez voir l'index sur le site web, c'est www.integrationindex.ca. Et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Et c'est un système d'évaluation de 35 RMR, ainsi que les 10 provinces, avec l'analyse multivariée qui tient compte comme j'ai mentionné tantôt, de divers contrôles et divers facteurs démographiques. Alors, une de nos études de faisabilité, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'intégration des nouveaux arrivants issus de la francophonie. C'est un peu, si on veut, un sous-indice. Right? C'est-à-dire, on a l'index sur l'intégration et on va avoir 4 nouveaux volets. Un qui porte sur les nouveaux arrivants issus de la francophonie, un qui porte sur le genre, un qui porte sur les enfants des immigrants, la 2e génération, et le 4e, je ne me rappelle pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais il y a ces 3. Alors, conceptuellement, on est en discussion afin de voir comment jumeler comment trouver l'interaction entre la notion de la vitalité et la notion de l'intégration. Parce qu'en termes législatifs et en termes de nombreuses études qui ont été effectuées jusqu'à aujourd'hui, on est surtout, nous les chercheurs, dirigés vers des études en matière de la vitalité et qu'est-ce qui constitue la vitalité. Et justement, depuis au moins une vingtaine d'années, de nombreuses études étaient commandées auprès des chercheurs pour justement mieux définir la vitalité. On a vu des études de Rodrigue Landry, mon collègue Rodrigue Landry et autres, qui ont tenté à nous donner des indices ou des barèmes afin de déterminer c'est quoi la vitalité en termes des dimensions de la vitalité, mais en termes de transférer ou sortir des éléments empiriques de ces concepts, le défi demeure assez important jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas facile à le faire. Nous allons tenter, dans l'étude de faisabilité qu'on espère compléter sous peu, de voir la relation entre ces 2 concepts, vitalité et intégration. Parce qu'en termes d'intégration, c'est moins simple de trouver des formules pour mesurer l'intégration quand l'intégration des nouveaux arrivants issus de la francophonie se fait à divers niveaux. On pense non seulement à l'intégration économique générale, mais aussi à l'intégration des nouveaux arrivants francophones à l'intérieur des communautés francophones. Alors, comment faire en sorte qu'on ait une meilleure compréhension des relations entre ces 2 concepts et demeure un défi important. Alors, dimension de vitalité, ça, c'est les dimensions de vitalité de notre étude. Présentement, le IIC, Index sur l'immigration. Et ça, c'est nos 4 dimensions. Et je voulais juste vous montrer les dimensions qui sont associées avec la vitalité. Right? Alors, dimension sociale, dimension démographique. Et on est en train de voir les liens entre ce que vous voyez dans les 2 colonnes. Comment est-ce que nos dimensions peuvent être associées avec les dimensions telles qu'elles sont présentées dans les études qui portent sur la vitalité. Indicateur. OK. Oui. Est-ce que c'est mobile, cette affaire-là? Non, hein? Attention, parce que... Oui, c'est mobile. Pas beaucoup de mobilité? Non. Ah, OK, c'est mieux. Parce que je vois difficilement l'écran là-bas. Et... Non, ça ne marche pas. OK, merci. C'est un real show, hein? Ah, oui, il fonctionne. Vous m'entendez? Oh, good! C'est beau. Alors, on va continuer. Et vous voyez aussi. OK, ça, c'est pas bon. OK, ça, c'est mieux. OK, maintenant, je vois, parce qu'avant,
je n'ai pas vu l'écran. Alors, j'étais en train de partager avec vous ma présentation comme je me rappelle à cœur, qui est bien. C'est excellent si on est capable de faire ça. Mais je préfère être capable de voir ce qu'on a présenté. Alors, c'est ça. Alors, notre objectif, c'est de déterminer, comme j'ai mentionné, les liens entre les indicateurs par rapport à la vitalité et les indicateurs de l'intégration, tout en tenant compte des divergences conceptuelles entre ces deux notions. J'ai eu l'occasion, justement, pour un projet que je fais pour le commissaire aux langues officielles, ça fait peut-être une vingtaine d'années, justement sur l'immigration et la francophonie, de revoir les discussions des parlementaires autour de la notion de la vitalité quand le concept a été introduit. Et j'ai constaté que les législateurs ont gardé le concept assez flou. Ceci a permis, si on veut construire la notion au fil des ans et voir le progrès et l'évolution des communautés. Mais notre objectif, c'est d'être en mesure de mieux chiffrer ça et on a besoin alors de quelque chose qui est plus concret. C'est ça qu'on essaie de voir dans notre étude. Alors, vitalité, on voit que, par exemple, en termes des dimensions démographiques, notre indice sur l'intégration n'a pas une dimension démographique en tant que telle. Le seul endroit où on voit un lien entre les deux, c'est dans l'étude de migration secondaire ou migration interprovinciale, qui est un indicateur qu'on va ajouter justement dans cette phase de notre projet aux autres indicateurs. Au 35, on va avoir un 36e qui porte sur l'immigration secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans une province et qui déménage dans une autre. Alors ça, c'est un des endroits où on va considérer. Maintenant, est-ce que le transfert linguistique, une notion qu'on a discuté depuis de nombreuses années, ou est-ce que la notion de transfert linguistique devrait figurer dans un indice sur l'intégration ou la vitalité? Ça, c'est une autre question qu'on va considérer. Et on a donné comme exemple Toronto et langue maternelle versus langue par la maison. Je sais qu'on cherche une définition plus large et c'est tout à fait raisonnable et légitime, mais en termes de notre démarche, on veut s'assurer qu'on est capable de saisir le mieux que possible à travers les données de Statistique Canada parce qu'on est dépendant de ces données, de comment mieux mesurer ces phénomènes. À dimension sociale, oui, dans l'indicateur de vitalité, dans notre indicateur, on va regarder l'appartenance, vos amis, votre réseau d'amis et la discrimination perçue. C'est ça qu'on voit qui est une intersection avec des études qui portent sur la vitalité en termes des indicateurs qui y sont associés. Ça, c'est dimension politique et juridique. Dans notre projet, on regarde des choses comme le bénévolat, la participation électorale, la représentation institutionnelle. Est-ce que ceci devrait être considéré un enjeu? Pour l'instant, ce n'est pas un indicateur dans notre projet, mais on peut tenir ça en compte dans les futures discussions. Et en termes d'accès aux services, seul le volet santé et l'accès aux services en matière de la santé fait partie de notre projet en termes d'intégration. Dimension économique. Dans les dimensions économiques, tous les indicateurs de la vitalité et tous les indicateurs de l'intégration peuvent être en jonction. Alors, tout est en place. Alors, c'est beaucoup plus facile de mesurer l'intégration économique que les autres dimensions de l'intégration. Maintenant, indicateur juste un exemple, je propose de l'intégration économique. Je ne me rappelle pas si tous les contrôles étaient en place parce qu'on essaie de mesurer, comme j'ai dit, un immigrant francophone qui a tous les mêmes caractéristiques qu'un non-immigrant francophone, c'est-à-dire en matière d'éducation, âge, genre, etc., pour mieux saisir si l'intégration a eu lieu. Parce que pour nous, l'intégration, c'est l'écart, c'est de déterminer, 2 minutes, quel est l'écart qui existe entre l'immigrant et non-immigrant qui partagent les mêmes caractéristiques. Et alors ça, c'est un peu un exemple, mais on voit que non-immigrant, immigrant, l'écart est assez important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va comparer ultimement en termes de ces écarts? Francophone, immigrant, francophone, non-immigrant, ça c'est à Toronto, anglophone et non anglophone. Il faut mesurer l'écart dans un contexte plus large pour voir si ces écarts sont normaux ou anormaux, même s'ils ne sont pas normaux. Alors, comme j'ai juste 2 minutes, non mes définitions.
le plus important peut-être défi de construire ce genre de projet, c'est qu'il faut avoir une masse critique d'immigrants francophones dans les lieux où les mesures se font. Alors présentement, dépendant encore de la définition, là j'ai le fameux PLOP, right? PLOP, c'est qu'on n'aime pas l'acronyme, mais ça donne, ça reste que Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg. Mais là, quand on descend à ces endroits-là, Oshawa, Victoria, la masse critique n'est pas suffisamment importante, je dirais, afin de mesurer l'impact de l'intégration. Alors, c'est une autre chose à tenir en compte quand on fait les rankings, si on veut le faire par RMR. OK. Je pense que, oui, définition qui optimiserait le nombre de francophones. Oui. Alors, c'est juste une question de définition. Parce que quand on avance sur ce projet, il va falloir déterminer c'est quoi la définition de qu'est-ce qu'on mesure et qui est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on compare avec qui. Analyse comparative de l'intégration, etc. Conclusion. Parfait. Excellent. Bon, on m'a donné 2 minutes, mais j'espère que dans le temps qui m'était alloué, je vous ai donné un peu, parce que c'est ça mon objectif, un survol pour voir qu'est-ce qu'on a comme idée pour l'étude de faisabilité. On espère aller de l'avant dans à peu près 12 à 14 mois avec des résultats. On va aussi, à notre projet, créer un comité d'experts. On a un comité d'experts qui est attaché à notre projet et on va créer d'autres comités d'experts ou groupes d'experts qui fournissent la validation pour les choix que nous faisons en matière d'indicateurs et en matière conceptuelle. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ah, le méchant garçon que je suis. Hein? Alors, si vous... Merci beaucoup, M. Djabouab. Si vous répondez à la question 4 par un 5, j'espère vous voir, M. Dupuis, à Winnipeg en 2020. N'importe quoi. Passons maintenant à notre autre panéliste, c'est Srilata Ravi, qui est docteur Srilata Ravi, professeur titulaire à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle est directrice de l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie. Son champ principal ou son principal champ d'intérêt est la francophonie internationale comparée. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Srilata Ravi. Merci Stéphane et merci au comité organisateur de la FCFA de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous. Et je suis aussi très ravie de revoir M. Johnston. Après, je pense, presque 9 ans. Enfin, on est tous les deux l'Alberta. Bon, donc, dans le contexte de la modernisation de la loi sur les langues officielles, les organisateurs de cette journée de réflexion nous demandent de réfléchir sur la nature changeante de la nouvelle francophonie et le rapport d'une francophonie plurielle avec la dualité linguistique. Donc, en réponse, je vais structurer ma communication autour de 3 questions. Quelle pluralité? Quels immigrants? Quel héritage pour l'avenir des communautés francophones au Canada? Depuis 9 ans, je suis enseignante-chercheur dans une institution postsecondaire en situation minoritaire en Alberta, le campus Saint-Jean. Je suis née à Kolkata, en Inde, et j'ai vécu et travaillé à Singapour et en Australie occidentale avant de prendre mes fonctions à Edmonton en 2010. Mes travaux en études culturelles et littéraires portent sur les expressions d'identité dans les sociétés de migration historiques et contemporaines et les sociétés diasporiques et transnationales dans le monde francophone. Et c'est sous cet angle que j'aborde la question de la diversité et de la pluralité dans le contexte de l'immigration au Canada français. Donc, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Djabouab,
Parmi les différents indicateurs composites qui influencent les dimensions clés de la vitalité des communautés en situation minoritaire linguistique, la diversité socioculturelle, vue principalement en tant que le résultat d'une immigration croissante, est considérée comme un facteur important. Ceci dit, plusieurs autres travaux ont également souligné le fait que l'impact de la diversité socioculturelle sur le développement et la vitalité communautaire est très complexe. D'une part, les populations ayant un niveau élevé de diversité socioculturelle démontrent un potentiel de croissance. Mais d'autre part, ce niveau élevé de diversité pourrait présenter les défis quant à l'identité communautaire, voire le maintien d'une identité sociolinguistique forte. J'argumente ici que le paradoxe n'est pas entre la pluralité et la dualité, mais provient de l'ambivalence qui est au cœur même du concept de la pluralité tel qu'il se trouve souvent employé dans le discours sur l'immigration. D'une manière générale, quand on dit pluralisme, cela nous renvoie à 4 idées différentes. La pluralité culturelle, le pluralisme politique, le pluralisme structurel et le pluralisme normatif, voire une valeur, pluralisme comme valeur. D'après le modèle multiculturel, une politique pluraliste est censée viser l'égalité culturelle et économique. Plus important, elle est supposée viser l'égalité sans perte d'identité. La pluralité pose ainsi un défi à la collectivité politique et culturelle d'accueil. Nous avons malheureusement tendance à considérer les différences qui constituent cette pluralité, je cite, comme fondement et non pas comme produit de l'histoire. Fin de citation. En fait, la pluralité des sociétés dans les sociétés occidentales est définie comme étant différente, quoique progressive, d'une norme, voire une société dotée d'un ordre social consensuel fondé sur l'homogénéité culturelle et institutionnelle. Or, les immigrants, pour la plupart, proviennent des sociétés qui sont déjà plurielles, plurilingues, multiethniques et pluristructurelles depuis des siècles. De plus, on peut noter 3 paradigmes du monde, de l'altérité et de la mobilité qui rentrent en jeu quand on parle de la pluralité et l'immigration. Ces visions ou ces paradigmes sont plus prononcés, à mon avis, quand on est dans un contexte francophone minoritaire. Donc, je parle d'un paradigme humanitaire qui repose sur les concepts clés de protection, droit de la personne, dignité. Deuxièmement, un paradigme sécuritaire centré sur la cohésion sociale, dont les mots-clés sont sécurité, nationalisme, frontières, etc. Et troisièmement, un paradigme économique qui souligne les concepts de rentabilité, accord économique, efficacité, etc. Donc, en tenant compte de ces 3 paradigmes, l'option pluraliste consisterait donc à protéger la dignité de l'autre tout en contrôlant les frontières sociales et culturelles sans pour autant renoncer aux bienfaits économiques qu'apporte l'autre. D'une part, nous serions obligés à reconnaître l'inéquité du rapport fondé sur l'immigration et d'autre part, nous serions amenés à placer l'immigrant au-delà d'un rapport moral et économique entre une collectivité généreuse et une collectivité reconnaissante qui s'y installe, soit volontairement ou involontairement. Cette réflexion me dirige vers la deuxième question qui structure cet exposé, voir quel est donc le profil de cet immigrant-immigrante, comment devrions-nous définir cet individu. Le développement accéléré des réseaux de communication, de transport, de commerce et d'information sous l'effet de la mondialisation a resserré les attaches des migrants avec plusieurs endroits. Les schémas migratoires ont également changé. Les migrants s'installer dans les pays de destination peuvent nouer et entretenir des liens avec leurs familles et leurs communautés, ainsi qu'avec les institutions et les pouvoirs publics des pays d'origine, et inversement, tout en apportant une contribution économique et sociale aux 2 sociétés. Nous pouvons noter 6 dimensions différentes du migrant transnational. C'est un sujet dont la socialisation traverse des frontières. C'est un sujet dont la conscience est basée sur des identifications duales, voire multiples, qui produit une pluralité de communautés, de connexions et de solidarités. C'est un sujet pour qui le mode de reproduction culturelle est fondé sur le syncrétisme culturel, ceci qui est facilité par l'émergence de nouveaux espaces culturels définis par des médias globaux, définis par des flux de capitaux produits au sein des corporations transnationales ou même dans les communautés transnationales des migrants par la voie des privilégiés de transfert, les remittances,
C'est aussi un sujet pour qui des modes d'engagement politique sont exprimés à l'échelle des États qui mettent en place des politiques destinées à capter les ressources des ressortissants. Et enfin, il s'agit également d'un sujet dont les pratiques transnationales changent le rapport des individus à l'espace vécu, moins d'une manière verticale, conventionnelle de permanence, mais plutôt d'une manière transversale d'échange et d'interconnexion. Or, au Canada, nous avons également tendance à mélanger diversité, pluralisme, inter- et multiculturalisme et immigration, sans vraiment tenir compte du fait que le migrant n'est pas tout à fait familier avec le contexte très complexe et très spécifique de la longue histoire de la francophonie dans la société canadienne-française. Il m'a fallu 9 ans pour comprendre juste une partie de cette histoire. 2 peuples fondateurs, 2 langues, la présence des Premières Nations et métisses, des migrations transatlantiques et transcontinentales au cours des siècles, le rattachement à l'impérialisme britannique, les conséquences politiques des 2 guerres mondiales, la Charte des droits de liberté, les États généraux de 1967, la loi 100 ans. Bref, il n'existe pas une version pour les nuls de la francophonie canadienne et québécoise. Ironiquement, les nouveaux arrivants, surtout des minorités visibles, deviennent les seuls objets et seuls sujets de la diversité, plus spécifiquement encore de la diversité religieuse et linguistique, et sur qui sont projetés les espoirs d'une vitalité linguistique et une conscience politique. On semble ignorer que les migrants définissent leurs projets sociaux et politiques différemment et qu'ils reconnaissent très vite cette hiérarchie verticale dans laquelle une pluralité culturelle s'affiche dans la société d'accueil. Alors que la pluralité normative emprisonne les immigrants dans les stéréotypes et préjugés culturalistes ou fonctionnalistes, les migrants transnationaux, elles-mêmes, vivent sa subjectivité culturelle et politique simultanément à l'intérieur, entre et au-delà des frontières nationales. Le discours sur les minorités est particulier à la gestion de la diversité au Canada. Et quand ce discours est juxtaposé contre le transnationalisme vécu par les migrants, de nouvelles significations émergent et s'éloignent des notions spécifiquement canadiennes sur les identités en situation de minorité linguistique. Alors, penser la francophonie d'une manière transversale suppose que les cultures migrantes minoritaires s'engagent nécessairement et continuellement avec et contre les cultures majoritaires locales et globales dans une relation verticale d'assimilation et d'opposition et dans une relation horizontale d'échange. Ces observations me dirigent vers la 3e et dernière partie de cet exposé, voir le patrimoine communautaire francophone vu à partir de l'Alberta. Dans un rapport publié en janvier 2017, Statistique Canada prévoyait que la plus grande augmentation de population francophone au pays se produirait en Alberta et dans les territoires. Le français est aujourd'hui la langue la plus parlée en Alberta après l'anglais. D'après Statistique Canada, toujours, plus de 260 615 Albertaines et Albertains parlent français et 86 705 d'entre eux ont indiqué le français comme première langue officielle. La francophonie de l'Alberta est la 3e en importance à l'extérieur du Québec, après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Depuis 1996, la population francophone de l'Alberta a augmenté de 40% et les inscriptions dans les écoles francophones ont augmenté de plus de 260%. La réalité de la francophonie albertaine est une francophonie transversale, en ce sens qu'elle traverse selon un axe horizontal plusieurs dimensions qui sont au demeurant parallèles. La francophonie locale, albertaine, régionale, ouest canadien, nationale, ancien canadien français, internationale par l'immigration et nord-américaine et transcontinentale. Il y a des chercheurs qui ont montré que certains francophones albertains eux-mêmes sont des descendants de cette migration vers l'ouest canadien entre 1880 et 1900, de franco-américains et d'européens, et sont donc eux-mêmes, dès l'origine, transversaux par rapport à ces 2 dimensions. Sans oublier, bien sûr, d'une dimension significative qu'on a tendance souvent à omettre, à savoir l'autochtonie francophone, à la francophonie des populations métisses. À toutes ces différentes dimensions s'en ajoute une autre depuis les années 1960, celle de la francophonie croissante des anglophones, francophilie, j'avais dit francophonie. Désolée. C'est la fin de la journée, désolée. Qui représente maintenant une composante essentielle de l'espace francophone albertain.
Réfléchir sur la transversalité de la francophonie locale nous oblige de repenser les modalités de représentation de ces immigrants francophones dans le discours public et les modalités d'auto-représentation des immigrants s'identifiant comme interlocuteurs dont la première langue officielle est le français. Comme le note linguiste Monica Heller, les études sur la vitalité linguistique sont certainement des outils importants dans la construction de l'idée d'espace uniforme francophone menacé qui nécessite un appui juridique et financier afin d'assurer leur survie. Or, les transformations et les portraits décrits ci-dessus remettent en question nos idées traditionnelles sur la façon d'identifier les langues et les communautés qui les parlent. Voir l'immigrant comme un migrant transnational, produit des forces de la mondialisation économique et non pas comme un simple marqueur d'une pluralité locale, permettrait à la communauté d'accueil de mieux cerner les besoins de ces nouveaux arrivants francophones en prenant note de leur disposition de francophones cosmopolites et de leur manière résiliente de négocier leurs identités devant les enjeux linguistiques en milieu minoritaire au Canada. D'autre part, migrer n'est pas chose facile et tous les migrants ne profitent pas d'une manière équitable de cette nouvelle économie langagière qui attire les migrants vers les sociétés d'accueil francophones. Je pense aux réfugiés politiques et d'autres exilés involontaires. Le très honorable Michael Jean, ce matin, avait parlé avec beaucoup d'éloquence et d'émotion à ce sujet. Il y a toujours une ambiguïté entre le pays natal et celui adopté. Le premier est celui de l'origine, de l'enfance, de la famille, des premiers rêves, alors que le deuxième est généralement celui de l'adaptation, de survie, d'oubli, de perte, mais aussi des espérances. Des écrivains canadiens-français comme Ying Chen, Kim Thuy, Dany Laferrière, entre autres, ont démontré l'ambivalence de l'exil et de l'immigration dans leurs œuvres, qui démythifient le discours normatif du pluralisme, soulignant la multiplicité des appartenances et dévoilant les complexités du pluralisme culturel et social vécu au sein de la société d'accueil. Je vais conclure avec une anecdote tirée de mes expériences en tant qu'enseignante-chercheur en milieu minoritaire. J'enseigne actuellement un cours sur la construction identitaire et francophonie littéraire et culturelle. Ma salle de classe est un microcosme de la nouvelle réalité francophone hors Québec. Au cours d'une session sur les rapports langue et identité, j'ai demandé à mes étudiants de s'identifier par rapport à la langue française dans un espace francophone public, et non pas par rapport à la langue officielle parlée à la maison ni la langue maternelle. Celui qui se disait franco-albertain était d'origine acadienne. Une autre s'affichait québécoise, une troisième franco-ontarienne. Un étudiant qui a vécu toute sa vie en Alberta et dont les parents sont des immigrants italiens se disait anglophone, qui parle français. Et sa copine se définissait comme franglaise, qui veut enseigner le français aux jeunes écoliers en Alberta. Une sixième se disait française de France. Un étudiant d'origine somalienne ayant grandi à Montréal s'identifiait désormais franco-albertain, car ayant perdu son accent québécois, il pensait avoir perdu sa spécificité québécoise. Isa Jad, un parfait francophone linguistique dont la famille immédiate vit à Montréal, s'identifiait comme Libanais ayant 3 passeports. Les seuls qui s'identifiaient comme francophones étaient 2 étudiants africains subsahariens, l'une d'origine mixte gabonaise-camerounaise et l'autre un Congolais de la RDC. Le jeune Bangladeshi, le plus actif et le mieux préparé pour les cours, m'a regardé d'un grand sourire. Il m'a dit avec sincérité, « Moi, je suis confus. » Mondialisation, géographie, parcours individuel, accent linguistique, hybridité culturelle, affectivité et ambition, autant d'indicateurs de diversité au sein de cette magnifique pluralité culturelle multidimensionnelle, voire dans le cadre d'une francophonie transversale qui se situe entre, à travers et au-delà des francophonies locales, provinciales et nationales. Si ce que j'ai évoqué ici est bien l'image future de la vitalité linguistique des communautés minoritaires francophones, il est bien vrai que nous devrions tout faire pour que la loi sur les langues officielles soit modernisée à tous les niveaux. Pour cela, nous devrions considérer l'identité de la collectivité réceptrice non pas comme un héritage du passé, mais un dialogue à l'intérieur duquel le passé et le présent s'interrogent et s'éclairent mutuellement. Certes, la citoyenneté dans une société pluraliste repose sur des principes démocratiques,
mais aussi sur la manière dont les citoyens, descendants des premiers Canadiens français, immigrants naturalisés, migrants interrégionaux et transnationaux, vivent cette altérité ensemble. Les institutions scolaires, secondaires et postsecondaires ont un rôle important à jouer pour éduquer tous les membres de la société, pour leur apprendre les principes d'échange et d'empathie entre personnes qui ne partagent ni les mêmes histoires, ni les mêmes pratiques sociales, ni les mêmes croyances culturelles. Moderniser la loi sur les langues officielles veut donc dire saisir la complexité de la pluralité qu'on vise, redéfinir l'immigrant comme un migrant transnational au carrefour mondial des cultures, langues et histoires, et créer un patrimoine qui n'est pas tourné vers le passé, mais tourné vers le futur. Et si la vitalité de cette nouvelle francophonie va aussi produire des confus heureux, ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup, Madame Ravi, docteur. Alors, voilà pour ce panel « Réinventer la loi sur les langues officielles à l'heure d'une francophonie plurielle ». Est-ce qu'il y a des questions? Et je demanderai de vous présenter avant d'y aller avec votre question, s'il vous plaît. Ronan de Labrec, l'Assemblée communautaire Francis-Croise. C'est une question peut-être dirigée vers Jack. C'est par rapport à les indices que vous regardez. Est-ce que un indice tel que l'inclusion dans la communauté a jamais été pris comme facteur au lieu de intégration? C'est paradoxal que vous posez cette question parce qu'on est en train d'évoluer notre projet vers l'indice sur l'inclusion au lieu de l'indice sur l'intégration. Ça va être le... Et justement, ce qui m'a... J'étais vraiment content parce que quand mon équipe a dit qu'on aimerait changer la façon dont on décrit notre projet, j'ai dit tant que le dernier lettre commence avec un « i », je suis correct. Ils ont dit c'est l'inclusion. Comme ça, on n'a pas besoin de changer l'acronyme ni la façon de... Alors, ça va être plutôt un projet qui porte sur l'inclusion. Mais on fait une consultation auprès des experts en termes des distinctions, parce qu'il y a des distinctions fines en termes de l'intégration et l'inclusion. Alors, on veut juste s'assurer que tout le monde soit capable de comprendre ces distinctions. Parce qu'au départ, quand on a créé le projet, on s'est dit qu'il faut que ça soit très, très simple à comprendre. Alors, pas juste être compréhensible pour les experts, mais aussi pour tout le monde qui est sur le terrain en train de travailler auprès des immigrants. Parce que l'idée du projet est aussi de fournir aux organismes sur le terrain la possibilité de mesurer leur progrès par rapport à un grand indicateur, un peu comme le Dow Jones. C'est un grand indicateur autour duquel tout le monde peut mesurer le progrès et la performance de leur services et des programmes connexes. Parce que c'est très important si vous travaillez dans ce domaine et vous êtes visité par le gouvernement qui veut faire une vérification ou veut faire une évaluation des projets qu'il finance, d'être en mesure d'être équipé avec des données, avec des chiffres, mais aussi avec un cadre dans lequel vous pouvez mesurer le service qui est offert. Et c'est pourquoi c'est important, il m'a donné la chance de répondre à plusieurs questions, c'est important aussi d'être capable de voir pour assurer que l'immigrant a cette expérience d'inclusion si les conditions économiques de l'immigrant francophone et le progrès qu'il fait au fil des ans réussit à atteindre des objectifs établis par rapport à l'ensemble de la population. Et la même chose pour les autres indicateurs qu'on établit. C'est un peu ça l'objectif du projet. Et justement, dans le cadre de la modernisation de la loi sur les langues officielles, ça va être extrêmement important d'avoir des barèmes, des baromètres, de chiffrer quelques objectifs. Je me rappelle quand M. Dion l'a fait avec le plan d'action, ça fait maintenant une quinzaine d'années, que les objectifs étaient, dans mon esprit, un peu trop optimistes. C'était par rapport au bilinguisme qu'il a cherché des objectifs que j'ai trouvés à l'époque irréalistes.
Alors, c'est important d'avoir des objectifs réalistes, mais je pense que notre projet peut aider à formuler ces attentes. Parce que ces attentes ne sont pas juste démographiques, c'est aussi des attentes en termes d'expérience de nouveaux arrivants pour la réussite économique, pour la réussite sociale et pour la réussite dans un ensemble des aspects de la vie commune. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, Antoine Desilets de la Société Santé en français. Ma question est pour M. Jedwab aussi. Vous aviez mentionné que l'accès aux services de santé était un de vos indicateurs. Est-ce que vous faites une distinction entre les services dans la langue française ou les services dans la langue de la majorité? Puis est-ce que vous avez trouvé des données en ce sens-là dans vos recherches? Alors, comme j'ai mentionné, on est très dépendant des données de Statistique Canada ou des autres banques de données. Pour ce qui est des données en matière de la santé, c'est le, je ne me rappelle pas de comment ça se traduit, le CCHS, l'enquête communautaire canadienne en matière de la santé, c'est ça, qu'on utilise. On a eu tout un débat, il faut le mentionner, par rapport à deux questions qui sont posées dans cette enquête. Un qui porte sur l'évaluation de sa santé, c'est-à-dire personnelle, et physique et mentale. Il y a ces deux questions. On a décidé de ne pas inclure ces indicateurs, ces mesures comme indicateurs, mais plutôt comme des contrôles. Ils sont là. Alors, toutes les données, si vous regardez le site Web, toutes les données sont là pour voir comment les immigrants et non-immigrants, respectivement, évaluent leur santé physique et mentale. Mais on a 4 indicateurs dans le domaine de la santé. Une qui porte sur l'accès, comme je dis, aux services en matière de la santé. Une qui porte sur la satisfaction en matière de vie, c'est ça? Satisfaction de vie. Un qui porte sur... je ne me rappelle pas les 4. Excuse-moi, il y a 35, il y a tellement de choses à se rappeler. Mais il y a 4 indicateurs que nous avons choisis. Maintenant, est-ce qu'on a mis des contrôles en place? Right? Alors, ce n'est pas une mesure des francophones ou non-francophones, c'est plutôt l'immigrant avec les contrôles en place pour connaissance des langues officielles, etc. Mais comme j'ai mentionné, c'est pourquoi nous avons envisagé comme projet dans notre prochaine incarnation de notre démarche d'avoir un projet qui est spécifiquement dévoué à la condition des immigrants francophones. Maintenant, il va falloir s'assurer qu'on a un appui de notre partenaire majeur, mais je suis très confiant qu'on va être capable de les convaincre de l'importance du projet. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une fois? 2 fois? Alors, merci à Mme Srilata Ravi, professeure titulaire, Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta. Jack Jedwab, président et directeur général de l'Institut canadien pour les identités et migrations. Et Alain Dupuis, le directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bravo. Merci.